Le pont Ambassadeur rouvert après l'expulsion des derniers occupants par la police canadienne. Un blocus qui s'inscrivait dans le cadre du convoi de la liberté. Le convoi de la liberté en France a fait étape à Lille ce dimanche. 1300 véhicules pourraient se diriger vers Bruxelles ou Strasbourg dans la journée. La pandémie a renforcé le sentiment de solitude des personnes âgées, notamment dans les anciennes républiques soviétiques comme la Géorgie. Quatrième médaille et la deuxième en or pour le biathlète français Quentin Fillon-Maillet, vainqueur de la poursuite. Les résultats du jour à Pékin à la fin de ce journal. Le pont Ambassadeur rouvert après l'évacuation des derniers manifestants par la police canadienne. Une expulsion qui met fin à un blocus de 6 jours et qui s'inscrivait dans le cadre du convoi de la liberté. Quelques jours plus tôt, le président Joe Biden avait demandé au Premier ministre canadien Justin Trudeau de faire intervenir les autorités pour mettre fin au blocage du pont, qui constitue le point de passage le plus fréquenté d'Amérique du Nord et où transitent 25% des marchandises commerciales échangées entre les États-Unis et le Canada. Une opération qui survient alors que la plus grande manifestation se poursuivait dans la capitale canadienne, Ottawa, où 4000 personnes sont descendues dans la rue. Ils protestaient contre les restrictions sanitaires, mais également contre la taxe carbone. Le maire de la ville affirmait avoir conclu un accord avec les manifestants qui devraient quitter les zones résidentielles dans les prochaines 24 heures. Cette mobilisation sur le pont et dans le pays a inspiré d'autres initiatives similaires dans le monde, notamment en France. Inspiré du convoi de la liberté au Canada, environ 1300 véhicules ont fait étape ce dimanche près de Lille pour protester contre les restrictions sanitaires. Venant de toute la France, les manifestants avaient l'intention de se rendre à Bruxelles, mais les organisateurs envisageraient désormais de se diriger vers Strasbourg. L'objectif, se mobiliser devant les institutions de l'Union européenne. Les autorités bruxelloises, de leur côté, ont déjà interdit les manifestations de cortège qui pourraient venir de toute l'Europe. Le programme, oui, je pense que c'est petit à petit aller voir toutes les institutions européennes, parce que ça se passe aussi au niveau européen, parce qu'on voit que c'est un peu la même chose dans tous les pays. Donc il y a cette volonté, en tout cas, de cheminer. On ne sait pas jusqu'où on va aller, mais on chemine et on fait entendre notre voix, puisqu'on ne peut pas le faire autrement. Sur le modèle des manifestations canadiennes, plusieurs milliers de personnes avaient rejoint Paris ce samedi. 97 personnes ont été interpellées dans la capitale selon la préfecture de police. Les revendications du mouvement sont multiples, de la contestation du pass vaccinal et des mesures sanitaires, à la dénonciation de la baisse du pouvoir d'achat ainsi que la hausse du prix des carburants. Alors que le monde entier surveille les mouvements de troupes russes au Bélarus, les autorités ukrainiennes sont tout autant préoccupées par les exercices militaires russes en mer d'Azov. Des exercices qui auraient normalement dû débuter ce dimanche et qui auraient bloqué tout le trafic, y compris commercial, mais qui ont finalement été annulés par Moscou, selon Kiev qui avait protesté. Ils pourraient néanmoins se poursuivre en mer Noire. Ces deux mers sont essentielles aux exportations ukrainiennes, mais aussi aux pêcheurs. Nous respirons encore un peu. Ce que je veux dire, c'est que nous arrivons à nous nourrir, mais pas à nous enrichir. Anatoly Yurievitch, 73 ans, pêche en mer d'Azov depuis 50 ans. Il dit ne pas avoir ressenti la montée des tensions entre son pays et la Russie, tout en ajoutant que si un événement survenait et l'empêchait d'accéder à ses eaux, la situation se compliquerait pour lui. Comment pourrions-nous faire autrement? Il n'y a pas de travail, tout est fermé. Sauf pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui travaillent à terre. Et c'est tout. Ce serait la fin. La mer d'Azov est une étendue d'eau peu profonde partagée entre l'Ukraine et la Russie. Des responsables ukrainiens accusent la flotte russe de parfois s'approcher d'un peu trop près de ses côtes. L'annonce initiale d'exercices militaires dans la région, depuis retirée,
n'a fait qu'aggraver la situation. Un peu plus loin, les habitants de la ville portuaire ukrainienne de Mariupol, encerclés par le Donbass séparatiste, affirment ne pas ressentir la pression actuelle, hormis en raison de la présence de nombreux médias sur place. Quand on allume les infos, on a peur. On a l'impression que quelqu'un va frapper à notre porte et qu'il y aura de la douleur et du sang. Il arrive que les médias et les journalistes soient très enclins à exagérer et ce dont nous avons besoin, c'est d'informations plus équilibrées. Mais malheureusement, en ce moment, personne ne nous présente des informations de manière correcte. Ce couple nous explique pour sa part à ne pas suivre ce que disent les journalistes et ne pas faire de politique. Ils expliquent que chacun a le pouvoir de dire n'importe quoi et qu'il faut s'en tenir aux faits. Comment la situation évoluera-t-elle au cours des prochains jours et des prochaines heures? Y aura-t-il une désescalade des tensions et l'instauration d'une paix durable dans la région? Ou au contraire une intensification des tensions qui pourrait dégénérer en conflit avec le risque de voir ce territoire et même l'Europe remodelée? Après plusieurs semaines de crise autour de l'Ukraine, la question continue d'être posée. Lorsque sa famille ou ses amis n'ont pas de temps à lui consacrer, Nodar Gonikashvili, 70 ans, vient ici, dans ce petit parc de Tbilissi en Géorgie. Trouver quelqu'un avec qui discuter ou avec qui partager les nouvelles du jour n'est pas toujours évident. J'ai besoin de partager les nouvelles que j'entends. Plus vous entendez de choses, plus vous avez envie d'en parler à quelqu'un. Parfois, mon petit-fils ne veut pas entendre mes histoires. Bien sûr, nous communiquons ensemble. Il me demande des choses de temps en temps. Mais de toute façon, lui et moi, nous pensons différemment. Alors c'est mieux de vivre comme ça. Bien sûr, il y a le sentiment de solitude dans ces moments-là. Mais chacun va qu'à ses occupations, tout le monde est occupé. Ce centre de jour pour personnes âgées est temporairement fermé en raison de la pandémie. Mais chaque jour, le personnel organise des animations pour une trentaine de personnes pour leur rappeler qu'elles ne sont pas seules et que leur vie est importante. Nodar Gonikashvili vient souvent ici. Ici, il n'est pas courant que les personnes âgées aient leur propre entreprise, qu'elles apprennent quelque chose de nouveau à leur âge. Elles ont un peu honte, elles disent à quoi bon apprendre, je suis trop vieille pour travailler, trop vieille pour mettre des habits de travail. La plupart des gens ici préfèrent porter des habits de tous les jours. En 2021, le Fonds des Nations Unies pour la population a mené une enquête dans 20 pays d'Asie centrale et d'Europe de l'Est. 20% des personnes interrogées et qui étaient âgées de 65 à 85 ans ont déclaré souffrir d'une solitude sévère, sentiment renforcé par la pandémie. La situation dans les anciennes républiques soviétiques est plus dramatique qu'en Europe de l'Est, où les programmes sociaux pour les personnes âgées y sont plus développés. C'est pourquoi nous avons une telle différence au niveau de la politique de l'État en termes de traitement des personnes âgées. Selon les chercheurs, l'une des solutions serait la mise en place d'une politique nationale par l'État axée sur la protection des droits et de la dignité des personnes âgées. Carton plein à Pékin pour le biathlète français Quentin Fillon-Maillet qui en est à 4 médailles dont 2 en or en 4 courses. Déjà vainqueur de l'individuel, il remporte la poursuite ce dimanche grâce à un 20 sur 20 au tir. Chez les femmes, c'est encore mieux pour la Norvégienne Marte Olsbourg-Reuseland, avec là aussi 4 médailles, mais 3 en or. Après sa victoire lors du sprint, elle fait la course en tête de bout en bout sur la poursuite, pour résister à la Suédoise Elvira Öberg et à sa compatriote Thierry Lecoff. En ski de fond, les Russes ont remporté le relais 4 x 10 km, en devançant les Norvégiens de la superstar Johannes Klebe et le quatuor français composé de Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Paris et Maurice Magnifica. En ski alpin, le règne du prodige suisse Marco Odermatt ne fait sans doute que commencer avec un premier titre olympique en slalom géant. Il s'impose aux dépens du Slovène Zan Kraniec et du Français Mathieu Fèvre, champion du monde en titre. Norvège, Allemagne, États-Unis, c'est le trio de tête au tableau des médailles. La Suisse est 9e, juste devant la France. Le Canada pointe à la 14e place.